Alors, Balzac, serial entrepreneur. On va regarder la face. Balzac, son métier, c'est entrepreneur. Hein, et il écrit la nuit. Il est entrepreneur la journée, il écrit la nuit. On va retrouver ça, c'est d'autres. Alors voilà ce que dit Balzac. Il dit « Hélas, faire comme faisaient nos pères, ne pas innover, telle est la loi du pays ». C'est tiré de La Rabouilleuse. Hein, il montre le déclin des vignes dans le centre de la France parce qu'on n'avait pas été fichu d'innover. Alors Balzac, c'est un passionné, fou furieux du progrès de la science. Hein, on dit, voilà, de tous les écrivains, aucun depuis Goethe qui était remarquable, à la fois grand mathématicien, scientifique, poète, homme d'État, aucun n'a suivi avec autant de curiosité et d'intérêt tous les progrès de la science. C'est dans la biographie que lui a consacré Stéphane Zweig. Balzac était excité comme une puce par toutes les possibilités nouvelles. Il était tout le temps dessus. Alors Balzac, il a créé ou repris 15 entreprises, pour vous donner une idée. Il a créé 3 fabriques de romans, 2 maisons d'édition, 2 imprimeries, 2 fonderies de caractère, un journal, une revue, un jardin de rapport, et je passe sur les trucs qui n'ont pas marché, mais dans lesquels il s'est beaucoup investi quand même, le négoce d'antiquité, l'exploitation des scories des mines d'argent de Sardaigne, d'ailleurs c'est génial ça, l'exploitation, l'importation des bois de Russie, il a perdu la queue et les oreilles, les fonds spéculatifs et les agents d'affaires, ce qu'on appellerait aujourd'hui un serial entrepreneur, hein, c'est incroyable. Et il décrit ça dans tous ses bouquins, il y a un lien, par exemple, Les Illusions perdues, qui est quand même le chef-d'œuvre. Le sous-titre au départ, c'était Les souffrances d'un inventeur, hein, qui est devenu le titre de la 3e partie. Ça démarre par les considérations sur l'évolution technique de l'imprimerie, c'est pour ça qu'on voit une imprimerie en couverture, et la 3e partie s'intitule Les souffrances d'un inventeur. Alors par exemple, la comédie humaine, qui est une gigantesquissime analyse de la société, vous la voyez éditée à la Pléiade. Alors sachez que le format Pléiade, il a été créé par Balzac. Il a dit on peut mettre toute l'œuvre d'un romancier dans un seul. Il faut du papier très fin, chiffon, opaque, avec une impression très fine, reliée et tout. Donc mince, il avait fait toutes les caractéristiques et il a sorti 2 bouquins. Alors ça ne s'appelait pas la Pléiade, c'est lui qui l'avait fait en premier. Il a réalisé un Molière et un La Fontaine en un seul volume. Évidemment, même la Pléiade ne peut pas faire Balzac en un volume, hein, ça c'est hors de portée. Mais on va le trouver à l'origine d'énormément de choses. Balzac a énormément créé, et on va revenir dessus. Et à la fin, par exemple, et sa connaissance de la société, puisque souvent on dit aujourd'hui, oui, mais l'innovation, elle ne tient pas compte des attentes de la société. Elle est très techno quelque chose, mais elle n'écoute pas les gens. Balzac, lui, sa connaissance de la société, je cite ce que dit Freud à la fin de sa vie. Hein, il dit « Les poètes et les romanciers connaissent bien des choses que notre sagesse scolaire ne saura encore rêver. Ils sont dans la connaissance de l'âme, nos maîtres à nous, hein, qui sommes des scientifiques. » Et à la fin de sa vie, il considère qu'il en sait infiniment moins sur la nature humaine que Balzac. Hein, en disant, j'ai jamais atteint le niveau de Balzac. J'ai travaillé sur des malades en plus, et puis j'ai donné certains cas. Lui, il était dans la vie réelle. Pour vous dire l'ampleur. Alors, je pars d'un support qui sert à faire des cours plus longs sur Balzac et tout pour des entrepreneurs, mais vous inquiétez, je vous dis que la partie jaune. Alors, ce qui est intéressant chez Balzac, c'est son enthousiasme balzacien. On dit l'enthousiasme balzacien. Il démarre, il veut écrire, il veut être le nouveau Sophocle. Je veux que ma tragédie soit le bréviaire des rois et des peuples. Je veux débuter par un chef-d'œuvre ou me tordre le cou. Donc, il a toujours une ambition démesurée. Après, on sait que ça ne va pas marcher, mais on a de l'empathie pour quelqu'un comme ça. Alors, il sort un premier bouquin de Cromwell, un flop total. La famille demande l'avis d'un académicien. Hein, Andrieux qui dit « Le jeune homme peut faire quoi que ce soit excepté de la littérature ». Bon, ça va être le plus grand écrivain. Donc écoutez pas trop les gens quand ils vous disent au début « t'es pas fait pour ça hein. ». Alors je vais pas trop m'attarder sur ça, je vais aller à l'essentiel. Alors sa famille le soutient, puis au bout de 2 ans on dit « Alors tu deviens quoi ?» Et en fait il a fait des études de notaire, donc il peut être notaire. Il prend une place de notaire, mais il refuse. Il dit « Si j'ai une place, je suis perdu, je deviendrai comme une machine, un cheval de manège. » qui fait ses 30 à 40 tours, boit, mange, dort à 16 heures comme tout le monde, et que l'on appelle vivre cette rotation de meules de moulin, ce perpétuel retour des mêmes choses. Donc plusieurs fois, il avait la possibilité de s'installer comme imprimeur, c'était très rentable, et non, il va vouloir continuer ses projets, ce qu'il appelle ses entreprises. Alors il va avoir un début assez difficile, mais il fait quelque chose qu'on retrouve maintenant, qui s'appelle les fabriques de romans. Il s'est regroupé avec d'autres jeunes auteurs. Alors, ça s'appelle Fabrique de romans, Lord Drone, Horace de Saint-Aubin et compagnie, etc. Il vous sort des centaines de trucs. C'est des trucs qui ne valent rien au niveau littéraire. Les 100 façons de nouer sa cravate, les conseils à une jeune mariée, comment porter son chapeau, comment organiser une réception, enfin, des how to do it books.
mais qui se vendent bien, ça tourne. Alors il dit, voilà, je bénis les jours, l'heureuse indépendance du métier que j'ai pris, je crois que j'y gagnerai de l'argent, mais maintenant que je connais mes forces, je regrette bien de sacrifier la fleur de mes idées à des absurdités. Je sens dans ma tête quelque chose, si j'étais tranquille sur ma fortune, je travaillerais à des choses solides, dit-il. Et il en aura l'inconvénient, c'est d'avoir appris à faire du texte. Comme ça, il aura du mal à faire du premier coup un bon texte. Il dira que c'est démarrage par écrire un peu n'importe quoi, la pénaliser après, parce que ça, il devait plusieurs fois reprendre son texte plutôt que l'avoir du premier coup. Alors, je passe sur cette période-là. Alors, lui, il va avoir une stratégie qu'on enseigne pour les gens qui entreprennent. Il va remonter la filière. Il a une vision supply chain. Il écrit. Il se dit, mais l'écrivain, il ne touche pas grand-chose, finalement. C'est le libraire qui fait l'argent parce qu'il vend les bouquins. Donc, devenir libraire. Et puis après, il dit, mais quand on est libraire, en fait, on dépend des éditeurs. C'est eux qui imposent le prix, tout. Donc, il vaut mieux être éditeur. Donc, il va devenir éditeur. Puis une fois éditeur, il dit, mais l'éditeur, il achète très cher du papier, des caractères, etc. C'est ça qui coûte une blinde. En fait. Donc, il va devenir fondeur de caractères. Et il aura l'ambition de créer un papier excellent, peu cher. C'est son ambition de sa vie qui ne débouchera pas, et c'est le sujet des illusions perdues. Et donc, il remonte la chaîne comme ça, complètement, ce qui est une illusion d'entrepreneur. On croit toujours que son fournisseur vous arnaque, c'est ce que croit l'autre. Alors, bien sûr, il lance une maison d'édition, ça va devenir la plus belle édition qui ait jamais paru, le plus grand succès de tous les temps. Hein, ça démarre toujours comme ça, enthousiasme balsacien, si vous voulez. Et derrière, ça ne suit pas du tout. On va voir, ce n'est pas un manager, ce n'est pas un gestionnaire. Je rends beaucoup d'erreurs. Il achète toujours trop cher, il négocie jamais les prix. Hein, ce qui veut dire, et ils vendent pas cher. Donc, ça commence mal pour quelqu'un qui veut faire du commerce. Et donc, comme il voit que l'édition ne marche pas, il va vouloir fonder une imprimerie. Donc, il rachète une imprimerie et il va la moderniser. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans sa vision, lui, il se tient au courant des meilleures technologies et puis il vit avec un milieu qui est assez ringard, l'édition, les bouquins, etc. Son imprimerie, elle aura 20 ans d'avance sur toutes les imprimeries de l'époque. Croyons pas qu'il fait les choses. Et je vais vous donner un document qui vous le montrera. Alors, et autour de lui, l'enthousiasme balsacien emporte les gens autour. Ceux qui le financent, notamment Madame de Berny, sa maîtresse qui met de l'argent, elle le présente comme un homme de génie au point de vue des conceptions industrielles, Balzac, qui ne doutait pas que la fortune de sa famille fût bientôt doublée par les produits de cette imprimerie qui devait être la première de Paris. Donc, il se lance dans l'imprimerie. Assez vite, il va voir que ça ne marche pas. Je ne rentre pas dans les détails. Alors, vous pouvez voir où était l'imprimerie de Balzac. Hein, c'est toujours visible à Paris. Et donc, il continue à être imprimeur. Il va imprimer quand même pas mal de livres de bonne qualité. Il aurait pu... On n'était pas imprimeur comme ça à Paris, il fallait une autorisation. Et comme il y avait pénurie, vous étiez sûr d'avoir du boulot. Donc, il aurait pu rester imprimeur et imprimer ce qui passait. Et le travail ne demande pas, mais il est très, très mauvais gestionnaire. Un des problèmes qu'a Balzac, qu'on retrouve chez beaucoup de gens qui sont des intellectuels, c'est qu'il confond la réalité avec ses rêves. Il voit dans quelqu'un qui l'embauche un génie de l'impression. C'est un mec normal, il n'est pas génie de l'impression, si vous voulez. Et donc il va partir en déport avant, si vous voulez. Hein. Alors, il va connaître le fait de faire faillite plusieurs fois, la honte qu'il y a d'aller demander de l'argent à des gens qui ne veulent pas vous le donner. Et vous retrouverez ça dans ses romans, dans César Birotteau et tout. C'est très prenant. Alors, l'imprimerie se casse la gueule, je vous la fais court, hein, sinon on pourrait passer une heure. Alors, scène d'humiliation inoubliable dans le César Birotteau. Hein. La situation désespérée, vous allez dire, bon, il arrête et puis il écrit, c'est quand même ce qu'il sait faire. Non, pas du tout. Il n'en conclut quoi? Faire faillite? Non, créer une fonderie moderne de caractères et produire du papier avec une technologie révolutionnaire. Alors, je vous fais circuler un document, c'est la reproduction du catalogue de l'imprimerie de Balzac. C'est les plus beaux caractères qui aient jamais été faits. Elle a été refaite dans le style par l'imprimerie nationale avec d'autres partenaires. Vous verrez l'exceptionnelle qualité. Et sachez qu'il a inspiré Steve Jobs. Steve Jobs n'a qu'une seule formation, c'est typographe. Hein, c'est son métier. Et lui, il ne voulait pas que pour les textes connaissant la typographie, ça devienne comme dans les ascenseurs avec 8 traits qui vont vous faire les A, les B, comme il y avait sur les ordinateurs d'IBM. Il dit on reviendrait 500 ans en arrière. Donc il va reprendre les meilleurs caractères. Book Antiqua, le caractère de la Renaissance. Times, le caractère qui a été créé pour le Times. Hein, et tout un tas d'autres caractères. Il va vous envahir l'ordinateur avec tous les caractères. Vous avez déjà vu. Au début, j'en me dis qu'est-ce qu'ils nous emmerdent? Ils bouffent toute la capacité. Il y a tous les caractères possibles et imaginables dans toutes les tailles. Forcément, il est typographe. Donc il voit l'intérêt de voir
une belle typographie, et du coup, ça sera le support pour tous les gens qui font de l'art et de la culture. Donc, or, Balzac a fait la même chose, vous allez voir, avec la typographie de l'époque, ça s'est imprimé avec des caractères métalliques, etc. Son catalogue, il est introuvable, il a été reproduit en quelques exemplaires. Le problème, c'est que quand il sort, il a déjà fait faillite, quoi. Donc, le catalogue ne sera pas d'une grande utilité, il reste un chef-d'œuvre au niveau de ce qu'était le meilleur de l'impression, donc au temps de Balzac, puisque ça a été le summum. Alors, la particularité des entreprises de Balzac, on va voir, c'est que lui, la vision est géniale, pratiquement dans tout ce qu'il a fait. La qualité est au top. Lui, il est le pire gestionnaire qui ait jamais existé dans l'histoire, à vrai dire. Il fait exactement l'inverse de tous les autres, donc il ne sait pas gérer. Mais dès que son entreprise est passée à quelqu'un, il fait fortune avec. Systématiquement. C'était l'imprimerie la plus rentable de France. Elle est au fils de Madame de Berny, qui du coup avait les traites, et donc elle a repassé l'imprimerie à son fils, elle a fermé qu'en 1972, pour vous donner une idée. C'était une des meilleures imprimeries de Paris. C'est pareil avec les maisons d'édition. Donc lui, il a la vision géniale. Par contre, il ne sait pas mettre en œuvre. Il ne faut pas lui demander ça. Alors ensuite, il devient fondeur de caractères. Vous avez ici le catalogue de la fonderie de caractères de l'imprimerie de Balzac, le mieux qui ait jamais existé. Et il entend parler d'un nouveau procédé d'impression. Évidemment, il fonce dessus aussitôt. Il a un projet de papier révolutionnaire sans chiffon qui va le préoccuper toute sa vie, mais il n'arrivera pas à le sortir. Alors, il est convaincu d'avoir en main de quoi faire de l'impression de grand style. C'est vrai. Tous les imprimeurs diront, mais c'est Balzac qui est en avance sur tout ce qui s'est fait après. Prépare son catalogue, un des plus beaux catalogues qu'il y ait jamais eu. Donc, j'en ai pris une reproduction qui a été faite. Alors, faites attention, ça coûte une blinde quand même. Alors, fondeur de caractère, je passe. Bon, les 3 sociétés sont mises en faillite. Donc, Balzac a l'expérience de la faillite. Il démarre tôt le matin, il finit tard le soir. Et la nuit, il écrit. Il vaut la place quand même, quelqu'un qui mène toutes ces entreprises. Alors voilà, je cite une série, je vous mets le spécimen des caractères et vignettes les mieux qu'il pouvait y avoir. Il vous dit la clé de toutes les sciences est sans contredit le point d'interrogation. Nous devons la plupart des grandes découvertes au comment, et la sagesse de la vie consiste à se demander à tout propos pourquoi. Et aujourd'hui, on est typiquement dans un passage du comment ou pourquoi, sur le sens. Quel sens donner à l'intelligence artificielle? Pourquoi faire avant de dire comment faire? Ça, c'est une citation de la Peau de Chagrin qui est un grand manuel d'innovation. Alors en total, en 2 ans, il aura imprimé 286 livres, dont des Mérimée, des Vigny, des choses très bien faites. L'entreprise était tout à fait viable dans un contexte de sous-capacité. S'il n'était pas parti sur sa mauvaise gestion, il veut s'occuper de tout et gère mal. La vision de Balzac de la révolution technique industrielle de l'imprimerie anticipe 20 ans l'évolution réelle qui va se passer. Problème de vie mal calculé, achat mal géré, paiement tardif, insuffisance de fonds de roulement. Enfin, en plus, il veut s'occuper de tout qu'il ne connaît pas. Et à chaque fois, en visant... Vous savez, sa confusion avec le réel et le roman était telle qu'à la fin de sa vie, il voulait être soigné par un médecin qui était un personnage de ses romans. Il n'existait pas. On lui dit, mais il n'existe pas. Pour lui, il existait. Donc, il arrive à projeter sur quelqu'un ou sur les autres son univers. Ce qui est bien, c'est le visionnaire. Mais il vaut mieux passer tout de suite la main à quelqu'un qui va gérer. Alors, tous les humanistes de la naissance, pratiquement tous, étaient aussi des libraires et des éditeurs, il faut savoir. Ils ont joué un rôle de diffusion de la connaissance. Beaumarchais a édité Voltaire, pour vous prendre. Sa posture de contrôler la filière avait du sens. Bonne vision, fulgurance. Puis il se laisse griller par les chiffres, il pense qu'il va faire un truc fantastique, voit tout de suite grandiose, trop, sous-estime les délais, les coûts, les difficultés, surtout il surestime les compétences de ses partenaires. On lui dit, mais c'est pas un génie de la finance, un Boucher, c'est un mauvais comptable. Mais lui, dans son roman, il en aurait fait un génie de la finance, évidemment. Voilà, par exemple, il embauche un vieux prof de chimie qui vaut pas grand-chose. Il le propulse le plus grand chimiste de Paris, etc. Bon, ça c'est l'intérêt. Et de temps en temps, il va faire un petit peu de repos à Satché. Je suis libre, heureux comme un moine dans son monastère. Le ciel est pur, les chênes sont beaux. Le calme si vaste. Alors, ce qui ressort de ces entreprises, qualité de la vision, idée originale, scénario, bonne anticipation, mauvaise réalisation, gestion exécrable, confusion entre l'imaginaire et la réalité. Par ailleurs, ça nourrit une grande partie de son œuvre, c'est-à-dire qu'il est dans la réalité du monde de son époque, au cœur de la transformation de la société. Alors après, il devient propriétaire d'un journal. Il fait ça pour régler un compte avec un patron de journal qui lui a fait un procès parce qu'il n'avait pas livré ses textes. Balzac livre toujours ses textes en retard. Il est payé souvent pour 3 romans alors qu'il n'a encore pas fini le premier.
Il avait une phrase célèbre, il dit à son éditeur, « Ça y est, le livre est terminé. » L'autre, « Je n'ai plus qu'à l'écrire. » C'est-il aussitôt. Parce que dans sa tête, il était bouclé. Bon, après, bon, il faut l'écrire, certes, mais ce n'était pas le plus important. Donc, alors, la chronique de Paris, il reprend un journal, me prend tout mon temps, je ne dors plus que 5 heures, les abonnements se font avec une abondance miraculeuse, ça ne m'a pas duré longtemps. Et ce que je possède a pris une valeur de 90 000 de capital en un mois. Donc il est convaincu que c'est avec la plus grande revue, évidemment elle se casse la gueule, parce qu'il n'avait pas suivi suffisamment les choses. Alors, propriété, devenir... créer, alors là, on voit l'enthousiasme balzacien dans toute sa beauté. Il veut produire des ananas à Paris. Parce que lui, il se tient au courant du meilleur état de l'art. Il dit, avec les serres, il y a des serres gigantesques à Paris. Je vous montre les grandes serres des Champs-Élysées qui ont disparu depuis. Et vous avez des arbres exotiques dessous. Donc il dit, voilà, cette civilisation est admirable. Aujourd'hui, mon terrain est nu comme la main. Au mois de mai, ce sera du potager et du fruit. Il a vu qu'on peut prendre carrément un arbre avec la motte et hop, mettre un arbre qui a déjà 15 ans, une vigne qui a déjà 10 ans, et faire... dès la saison même, faire des récoltes. Il n'y a encore rien de planté, mais nous ferons de ce petit coin de terre un Éden des plantes, des senteurs et d'arbustes. À Paris ou aux environs, on a tout pour de l'argent. Si j'aurais des magnolas de 20 ans, des tilleuls de 16 ans, des peupliers de 12 ans, des bouleaux rapportés avec leur mode du chasselas venu dans des paniers pour pouvoir récolter dans l'année. Il projette des serres pour cultiver des ananas qu'il veut vendre à Paris avec un bénéfice colossal et des vignes de Tokai pour produire un vin d'une chaleur jusqu'alors inconnue. Voilà. Évidemment, vous vous doutez de ce qui va se passer. Le terrain est trop en pente, ça ne marche pas comme ça. Et chaque fois, il repart pour un coup. Alors, quand il sent que ça ne va pas aller, voilà, il dit « je vais rester ». Là, il pensait que c'était assuré, parce qu'il suit les sciences et les techniques à leur point le plus avancé, mais ce n'est pas encore devenu opérationnel, c'est plus compliqué que ça. Il dit « je vais rester là jusqu'à ce que ma fortune soit faite ». Il ne sera jamais fait. Je crois que j'y finirai mes jours en paix, donnant sans tambour ni trompette, démission de mes espérances, de mes ambitions et de tout. Donc il va devenir producteur d'ananas, peinard, au cœur de Paris. Bon. Voilà, déjà, c'est pour montrer... Alors, le projet le plus fou et le plus visionnaire de Balzac, il vaut le détour, l'exploitation des scories des mines d'argent de Sardaigne. Alors, lors d'une quarantaine, il y avait une maladie, comme en ce moment, il est bloqué à Gênes pendant 40 jours parce qu'il y a une maladie. D'Italie. Alors il tue le temps, puisqu'il faut attendre, avec un modeste marchand, il discute avec lui sur son thème favori, qui est le progrès technique. Ça aurait été un grand lecteur de sciences à venir, j'en doute pas un moment. Alors il rencontre un marchand qui lui raconte de façon anecdotique l'intérêt qu'aurait le retraitement des scories des mines d'argent exploitées par les Romains. Pendant très longtemps, des centaines d'années, les Romains ont exploité un minerai pour sortir de l'argent. Et en fait, avec les procédés de l'époque, on n'extrayait pas beaucoup. Et il dit, avoir lu les bouquins de chimie récents, on pourrait extraire beaucoup plus. Donc repartir des scories, comme un minerai déjà cassé en morceaux, on passe ce produit et on ressort de l'argent. Bon. Et donc, ça pourrait être très rentable. Et je vous montre le site qui est aujourd'hui, c'est un lieu que vous pouvez visiter. Alors, il s'emballe immédiatement sur la question, entraîne Pezzi dans son enthousiasme. Il est convenu que lui transmettra rapidement des échantillons des scories qui fera analyser par les plus grands chimistes. Pensez bien, c'est le commandant Carreau, un retraité propulsé grand chimiste par Balzac. Il possède un secret pour tirer l'or, l'argent de quelque matière, en quelque proportion qu'il soit, mais il a d'autres matières sans grands frais. Pas du tout, c'est un monsieur qui ne sait rien faire. Et puis, au bout de quelques mois, il dit « mais j'ai pas de nouvelles de Pezzi », donc c'est quand même curieux sur ce projet-là. Sans nouvelles, il l'appelait le naïf Pezzi, il ne se rend pas compte du potentiel qu'il a. C'est qu'un marchand italien, il l'appelait le naïf Pezzi. Après 10 mois, il décide de partir pour l'Italie, pour faire avancer l'affaire, ayant obtenu un peu d'argent de sa mère et de son tailleur, parce qu'il est toujours raide, puisqu'il accumule des dettes au fur et à mesure. Et dans le doute, il part pour un voyage exténuant de 3 mois en Italie. Et là, comment dirais-je, en partant, tiré par les chevaux, là, le nom m'échappe, dans quelques jours, j'aurai sans doute pour mon malheur une illusion de moins, car c'est toujours au moment où l'on touche au dénouement qu'on commence à ne plus croire. Et il s'aperçoit qu'en fait, que tout a commencé sans lui. Le naïf Pezzi, il a obtenu l'autorisation administrative d'exploiter les scories, considérées comme sans valeur. Alors sachez que pendant plus de 100 ans, ça sera l'activité principale de la Sicile, pour vous donner une idée. L'exploitation des scories deviendra la principale activité industrielle de la Sardaigne, pas de la Sicile. Près de 10 000 employés en 1870, pour vous donner une idée. Pezzi réalise la fortune colossale en un coup dont avait toujours rêvé Balzac. Et là, le coup de génie, il lui passe sous le nez, parce qu'il avait passé. Donc, pour vous montrer, mais je passe sur toutes les autres choses, les importations de bois de Russie et tout. Mais par ailleurs, on peut se poser la question, c'est un des auteurs les plus connus et les plus lus en Europe, dès 35 ans, pourquoi est-ce qu'il ne vit pas de sa plume? Tout simplement
Mais Balzac, il traîne toutes ces entreprises qui, parfois, il dit « Je voudrais pouvoir écrire pour pouvoir me consacrer qu'à mes entreprises ». Et parfois, il dit le contraire. Je voudrais pouvoir me consacrer qu'à l'écriture, mais il faudrait que j'ai fait fortune, puisque je ne m'en sors pas. Il fuit ses créanciers toute sa vie. Il cache son adresse, il va à l'arrière, il soudoie la dame dans la rue pour pas qu'elle dise qu'il habite là. Donc il traîne une lourde dette, donc il relance, il avait à peu près une dette d'1 million d'euros en permanence, si on compare avec aujourd'hui. Plusieurs fois, il aurait pu s'en sortir, mais chacune de ces entreprises se solde par des nouvelles dettes qui l'obligent à nouveau à travailler d'arrache-pied. Et ceux à qui il a passé l'entreprise marchent bien. C'est là où je vous dis, le décalage est phénoménal. Et pourquoi il ne gagne pas beaucoup? Il n'y a pas de droit d'auteur à l'époque. Et Balzac va jouer un rôle déterminant dans la création du droit d'auteur. Mais il ne le connaîtra pas de son vivant. Le code de l'écriture passera qu'après. C'est-à-dire que lui va négocier au coup par coup. Comme il a toujours 3 romans de retard, qui ne livre jamais à temps. Il n'est pas en position de négocier grand-chose. Il dit « je viens traire les éditeurs. J'essaie d'avoir une avance sur mon 4e roman, alors que j'en ai encore 3 livrés, quand même. » Donc, évidemment, il n'obtient pas grand-chose. Et il n'y a pratiquement pas de paiement pour les ventes complémentaires. Et il y a énormément de diffusions pirates. Il y a plein d'éditions pirates de Balzac partout. Et en plus, sa façon de travailler reprend 10 fois ses textes, c'est insupportable pour les... Donc lui, il paie pour que des ouvriers travaillent sur ses placards, ça devient plus cher que ce qu'il touche comme droit. Alors il jouera un rôle déterminant, là encore visionnaire, pour améliorer le statut de l'auteur en participant à la Société des gens de lettres, qui rassemble quelques écrivains qui veulent défendre leurs droits. Il rédige la première version du Code littéraire des gens de lettres, qui est le texte fondamental, dépense beaucoup d'énergie pour le faire aboutir, ce qui n'aviendra pas de son vivant. Et par rapport son rapport à l'argent, à force d'être endetté à la fin, endetté un peu plus ou un peu moins, c'est lui, il resterait nul l'expression, alors je ne connais pas les montants. Si vous devez 100 000 francs à votre banquier, ça vous empêche de dormir. Si vous lui devez 2 millions, c'est lui qui s'empêche de dormir. Et donc, dans ce cas-là, un peu plus, un peu moins, donc il se laisse aller à la fin de sa vie au niveau financier, et il va se marier avec une riche russe qui réglera le problème au dernier moment, avant qu'il meure. Donc, vu l'ampleur des dettes et ses illusions de les résorber par un grand coup, ça le rend plus dépensier au quotidien pour des apparences. Côté Balzac bling-bling, par exemple, qu'on critique à la fin de sa vie. Mais pour vous dire, c'est un immense bonhomme qui, en fait, a ouvert énormément de voies. Il n'était pas du tout scientifique. Et pourtant, ces entreprises est au meilleur état de ce qu'il était peut faire entre la technique et la société. S'il avait eu des bons partenaires autour de lui, ça aurait pu être différent. Mais c'est pour vous montrer un peu la dimension par le personnage, qui là, c'est la relation à l'entreprise.